Bonjour à tous. Je souhaiterais par la présente interprétation d'un poème de Victor Hugo extrait du livre 5e qui s'intitule En marche, vous donner l'occasion de donner du matériau pour des dissertations sur le sujet la force de vivre. Donc, je vais commencer par vous lire ce poème. C'est un extrait des écrits de 1846 qui ouvre en fait le livre 5e. Il s'adresse à un marquis plus ou moins fictif en racontant en fait tout le parcours politique qui est le sien jusqu'au moment où finalement il s'est trouvé engagé du côté de la Révolution, du côté de la démocratie, du côté des républicains et contre les royalistes et les impérialistes de tout crin, y compris contre bien sûr Napoléon, qu'il surnomme Napoléon le Petit dans un célèbre pamphlet qui lui a valu l'exil. Et on sait qu'il a écrit les châtiments en même temps que les contemplations. Il pensait que les deux morceaux ne faisaient qu'un et que les châtiments étaient destinés finalement à rôtir sur le grill Napoléon tout autant que son pamphlet Napoléon le Petit. Et s'il n'en reste qu'un, je serai celui-là. On voit la détermination de Victor Hugo à être dans la lutte. Et donc la force de vivre passe par une compréhension de la grande histoire, du mouvement de la grande histoire, une compréhension de la révolution qui se joue de manière latente et sur une interprétation en fait de ce flux et de l'énigme en fait dont la clé finalement va être la transformation de soi pour devenir qui l'on est et lutter pour des causes justes pour trouver le sens de sa vie. Alors je vous lis le poème. Écoutez-moi, j'ai vécu, j'ai songé, la vie en larmes m'a doucement corrigé. Vous teniez mon berceau dans vos mains et vous fîtes ma pensée et ma tête en vos rêves confites. Hélas, j'étais la roue et vous étiez les cieux. Sur la vérité sainte et la justice et Dieu, sur toutes les clartés que la raison nous donne, par vous, par vos pareils, et je vous le pardonne, marquis, j'avais été tout de travers placé. J'étais en porte-à-faux. Je me suis redressée. La pensée est le droit sévère de la vie. Dieu prend par la main l'homme enfant et le convie à la classe, qu'au fond des champs, au sein des bois, il fait dans l'ombre à tous les êtres à la fois. J'ai pensé, j'ai rêvé près des flots dans les herbes, et les premiers courroux de mes odes imberbes sont d'eux-mêmes en marchant tombés derrière moi. La nature devint ma joie et mon effroi. Oui, dans le même temps où vous faussiez ma lyre, marquis, je m'échappais et j'apprenais à lire. Dans cet hiéroglyphe énorme, l'univers. Oui, j'allais feuilleter les champs tout grands ouverts. Tout enfant, j'essayais d'épeler cette Bible où se mêle éperdu le charmant au terrible. Livre écrit dans l'azur, sur l'onde et le chemin, avec la fleur, le vent, l'étoile. Et quand sa main tient la création au regard de statue. Prodigieux poème, où la foudre accentue la nuit, où l'océan souligne l'infini. Au champ, entre les bras du grand chêne béni, j'étais plus fort, j'étais plus doux, j'étais plus libre. Je me mettais avec le monde en équilibre. Je tâchais de savoir, tremblant, pâle, ébloui, si c'est non que dit l'ombre à l'astre qui dit oui. Je cherchais à saisir le sens des phrases sombres qu'écrivaient sous mes yeux les formes et les nombres. J'ai vu partout grandeur, vie, amour, liberté, et j'ai dit texte, Dieu, contresens, royauté. Alors je termine ici, donc j'espère vous présenter clairement les points qui me semblent intéressants pour interpréter ce poème et vous donner à y songer. Tout d'abord, en fait, en interprétant la force de vivre comme cette capacité à évoluer, à se redresser, à se transformer avec toute cette dimension morale, éthique, voire politique que le thème, la force de vivre, peut contenir. Ici, Victor Hugo n'aborde pas la force de vivre au sens simplement biologique, physiologique.
il l'aborde au plan de la correction en fait qu'il faut subir pour devenir qui on est. Il parle de cette remise en cause des préjugés que nécessite cette force qui ne s'acquiert pas immédiatement mais qui suppose une forme de lucidité acquise avec le temps. Alors où est-ce qu'on voit ce temps en fait nécessaire à acquérir cette force de vivre? Eh bien on le voit dans le début, hein. J'ai vécu, j'ai songé. On voit qu'il y a une sorte d'équivalence entre la vie et la pensée, comme dans l'aphorisme qui débute le 4e livre du Gai Savoir de Nietzsche, où il inverse en fait le célèbre cogito ergo sum de Descartes, en le démarrant comme Victor Hugo ici par plutôt le sum et ergo cogito, c'est-à-dire je suis d'abord, je vis d'abord, mais en même temps je pense. Et la souffrance m'oblige à une forme de pensée, m'oblige non pas à une compréhension théorique, hein, le monde reste énigmatique, mais m'ouvre à une lucidité, la lucidité face au tragique de l'existence, et face aux ténèbres et à la lumière, et permet cette élévation sublime du songe. Songer, c'est plus que penser, hein, c'est avoir des visions, c'est s'élever à une dimension cosmique par la contemplation. Et la vie en larmes m'a doucement corrigée. Ce vers est assez étonnant parce que les larmes, ce sont les sanglots, hein, c'est l'effondrement du corps avec une forme de violence, alors qu'ici il parle de doucement corriger la personne. Donc cette douceur qu'on a déjà vue par exemple chez Léopoldine lorsqu'elle épelle doucement à sa sœur la Bible, elle était petite avec des grands cheveux, hein, cette petite femme qui est Léopoldine, enfant, qui incarne par sa douceur même une force tranquille, la force du quotidien. Ici, on va la retrouver, la douceur qu'il faut pour acquérir une force, finalement, parce qu'il faut du temps. Et donc cet apaisement, c'est le seul moyen d'ouvrir à nouveau des possibles. Ici, on voit l'importance du rapport au temps, hein, avec j'ai vécu, j'ai songé, donc une leçon tirée de ce qui a été vécu, un retour critique, une distance critique sur les opinions premières, puisque Victor Hugo était d'abord royaliste, puis il a soutenu Louis-Napoléon Bonaparte, puis il s'en est écarté, donc il a évolué, et il établit une sorte de diagnostic critique, pour reprendre le vocabulaire de Nietzsche. Il interprète les symptômes de ce qui n'allait pas, hein, puisqu'il était en porte-à-faux, il était rendu malade par les enseignements du marquis qui les levait de travers, en le plaçant tout de travers. Et donc, il va essayer de montrer que en fait, sa force de vivre va consister à se démarquer de son moi passé, à se détacher, à laisser derrière lui un certain nombre de pensées, et donc à entrer même en guerre contre lui-même, hein, comme le dit Nietzsche, hein, non pas tant contre les autres, mais contre lui-même, voire être fier de devenir hostile à ce marquis, hein, parce qu'il se moque quand même bien de lui, celui qui n'est que l'essieu immobile, hein, alors que Victor Hugo est la roue. Il est la roue de la révolution, il est la roue du mouvement, le flux du devenir, celui qui comprend vers où porte l'avenir et qui comprend le mugissement, qui interprète bien le mugissement dans la rue des misérables qui font la révolution à juste titre pour défendre le suffrage universel, etc. etc. Et donc on retrouve en fait l'importance de savoir contredire, comme le dit Nietzsche, c'est-à-dire non pas simplement supporter l'adversité, pas simplement la rechercher, mais même oser une forme d'hostilité et voir une forme de méchanceté. On voit une sorte de mesquinerie quand même parfois dans le propos de Victor Hugo. Et donc il faut oser combattre même ceux qui nous ont éduqués. Donc faire tomber les idoles, taper à coups de marteau sur ce qui sonne creux, à savoir la royauté qui représente un contresens, une mauvaise interprétation. Et c'est seulement cela qui va permettre la métamorphose de soi, l'affirmation de la vie, donc le fait de progresser vers quelque chose qu'on était toujours déjà, qui était déjà en mouvement en nous, et finalement face auquel on va devenir lucide simplement, et qu'on va laisser devenir. Et cela va passer par, ce serait mon axe 2, la force de vivre comme une capacité à interpréter son environnement. Parce que c'est en passant dans le livre de la vie, en lisant en fait la nature comme une Bible, qu'on a à interpréter et à bien interpréter,
que Hugo va pouvoir retrouver cette force, il va falloir donc voir la vie comme une expérience de décryptage d'énigmes. Hein. Donc il avait déjà parlé de Dieu comme d'un sphinx. Ici, à nouveau, c'est l'énigme qui est placée en avant, mais il pense avoir cette fois-ci la clé de l'énigme, avoir compris le sens, puisque en fait, derrière des phénomènes différents, il voit Dieu, il voit un sens. Et donc, il lui faut épeler les phénomènes dans ce prodigieux poème qui est la nature. Hein, c'est la nature qui est un poème. Ce n'est pas le poète qui fait de la poésie, c'est la nature elle-même qui est une formidable oxymore, une formidable force d'antithèse, de métaphore, et donc qui donne la puissance au poème. Prodigieux poème où la foudre accentue la nuit. Là, ici, on a un enjambement caractéristique où on voit cette antithèse entre les ténèbres et la lumière qui caractérise la poésie de Victor Hugo, où l'océan souligne l'infini. On a les verticales des éclairs et l'horizontale de l'océan. Après, donc le livre 5e, il va être au bord de l'infini. Le phénomène du sublime va encore s'accentuer. Et donc on voit qu'il était... j'étais plus fort, j'étais plus doux, j'étais plus libre. Il y a une sorte d'équation qui se produit en lui entre finalement une forme de douceur, c'est-à-dire d'apaisement. Il devient une sorte de force tranquille, une force insoupçonnée l'habite. Un équilibre des forces se crée entre lui et l'univers, entre lui et lui. Finalement, il est dans une situation où il est prêt à aimer son destin, amor fati, et à voir les choses comme écrites donc en lettres d'or hein, par un dieu, quand on sait bien les interpréter. Il est une force qui va, un tel Hernani, quelqu'un qui est poussé par quelque chose, par la contemplation, la réceptivité qu'il a face à l'univers. Donc on voit aussi que, ce serait mon troisième axe, il faut du temps pour s'apaiser. Hein, donc on l'a vu dans le doucement qui est une sorte de litote, on va dire, parce qu'en fait, d'euphémisme, parce que ce n'est pas doucement que ça s'est passé, mais il emploie un mot pour atténuer en fait les épreuves passées par ce mot doucement, où on sent l'apaisement en fait du poète. Et ce qui est important, c'est de montrer que dans un dernier temps, la force de vivre ne se dessine pas comme une puissance immédiate. Elle n'a rien en fait de la puissance impérialiste du coup d'État. Elle n'est pas un coup de force, elle n'est pas un rapport de force avec qui que ce soit. Elle est un rapport de soi à soi-même, de soi à l'univers, de soi à la nature, de soi à Dieu, qui est un rapport d'apaisement. On retrouve une forme d'ataraxie qui est propre au stoïcisme ici, donc, et avec cette élévation à la magnanimité, la grandeur d'âme, qui fait qu'il pardonne même à ses ennemis. Par vous, par vos pareils, et je vous le pardonne, marquis. J'avais été tout de travers placé. Il n'en veut à personne, il n'est plus dans un procès de Dieu, il n'est plus dans un pamphlet contre quiconque, il a équilibré les forces. Et donc ce que l'on peut souligner pour conclure, c'est à la fois la place de la religion ici, qui s'inscrit dans une forme de panthéisme, pourrait-on dire, parce qu'il y a une équation entre la nature, Dieu et ce moi énorme que Hugo sent monter en lui, qui l'élève de l'individuel à l'universel, du fini à l'infini. Et donc il y a une sorte de religion, on va dire panthéiste, c'est-à-dire que il y a ce n'est pas tout à fait le Dieu de la religion, hein, c'est bien sûr interprété, mais cette proximité avec la nature qu'on trouve chez Spinoza, hein, Deus sive natura, Dieu ou la nature, semble ici trouver des échos. Et on pourrait conclure sur la dimension politique de la force de vivre, par où on a commencé, cet engagement pour des causes justes qui annonce les misérables également, donc le Gavroche en fait sur la barricade de la Révolution, puisque Hugo dit « j'étais la roue », hein, donc il est celui qui comprend le flux de l'histoire, la grande histoire, qui inscrit sa petite histoire dans la grande histoire. Et c'est ce qui se passe chez Svetlana Alexievitch quand on voit ces survivants qui comprennent que les anecdotes qu'ils racontent prennent place dans une grande histoire qui est à réécrire pour eux, puisqu'il y a eu un certain nombre de réécritures de l'histoire et qu'il faut réécrire, réinterpréter, corriger les contresens de ceux qui ont voulu effacer en fait les larmes et ne pas prendre en compte les souffrances des survivants de Tchernobyl. Je vous remercie pour votre attention.